Olá, eu sou o Bonjour, Dr. je suis Décio le André docteur Júnior, Decio em nome Yandoli da Associação Jr. Médico et au Espírita nom de Internacional. l'Association Eu saúdo a internationale todos e Médico-Spirit, agradeço je vous que salue tous participem et je remercie conosco ceux qui desse sont ici primeiro avec nous congresso pour virtual ce da premier Associação congrès Médico virtuel de Espírita Internacional. l'Association Eu internationale tenho o imenso prazer de Médico-Spirit. apresentar o nosso primeiro J'ai un palestrante immense desse plaisir de evento, vous que é o présenter Dr. notre Vicente conférencier, le Pessoa. docteur O Dr. Vicente Vicente é Pessoa. médico Le infectologista docteur pelo Vicente Instituto de est un Infectologia médecin Emílio Ribas, em São infectiologue Paulo, à mestre l'Institut em d'infectiologie epidemiologia pelo Emilio Instituto de Ribas à Patologia São Tropical e Paulo, Saúde Pública maître en da Universidade épidémiologie Federal de à Goiás l'Institut de e pathologie o atual tropicale et santé vice-presidente da publique de Associação Médica l'Université Espírita de fédérale de Goiânia. Goiás O et Dr. il est maintenant Vicente está aqui vice-président de para falar l'Association conosco sobre o tema Médico-Spirit de pandemias ao longo da Goiânia. história Le e docteur Vicente Covid-19, est ici pour nous parler repercussões na evolução sur le integral thème do ser humano. des Dr. pandémies Vicente, le long seja de l'histoire bem-vindo et ao de la nosso primeiro Covid-19. congresso e a palavra é Répercussions sur sua. le développement intégral de l'être humain. Docteur Vicente, soyez le bienvenu à notre premier congrès virtuel. Je vous cède la parole. Olá, meus amigos, minhas amigas. É Bonjour mes uma grande amis, mes honra, uma amis. grande alegria estarmos C'est un grand aqui honneur nesse et une grande congresso joie d'être virtual da ici Associação avec Médico vous Espírita pour ce premier Internacional. congrès virtuel Eu de agradeço ao l'Association convite, com internationale satisfação, na Médico-Spirit. pessoa da querida Je doutora remercie Sônia l'association Dói, de m'avoir do meu invité par querido amigo l'intermédiaire de Dr. la Décio docteure Sonia Iandoli Doi, de Júnior, mon que cher fez essa ami le docteur apresentação Decio tão Yandoli carinhosa e Jr., tão qui afetuosa. m'a présenté de Dr. façon si Décio é uma pessoa pela qual eu attentionnée tenho uma et estima si muito chaleureuse. grande, um Le respeito muito docteur grande. Decio est une personne pour laquelle j'ai Agradeço une a très grande Deus estime et un também grand pela chance de respect. estar Je aqui remercie falando um aussi à pouco Dieu desse pour assunto être tão importante ici, no nosso parler momento un peu atual, de ce sujet que si são as important avec vous pandemias. en ce Nós moment vamos ver nos concernant les nossos slides, pandémies. que eu gostaria de Nous allons voir compartilhar dans mes agora, diapositives que j'aimerais vous montrer que o maintenant meu que le tema thème me foi est le rôle solicitado des foi o pandémies papel das dans l'histoire pandemias de na história da l'humanité, humanidade, as suas repercussões na evolução leurs integral do répercussions dans ser humano l'évolution e o intégrale de l'être impacto da humain et Covid-19 l'impact de la no presente. Covid-19 maintenant et dans le Então, futur. partindo dessa premissa, Donc, en a partant de gente cette prémisse et de ce gostaria de titre, colocar j'aimerais alguns présenter quelques aspectos aspects que que je eu julgo considère serem importants à importantes analyser analisarmos numa dans une pandemia. pandémie, Ou, de outra et forma, aussi alguns certains aspectos aspects pelos par quais nós lesquels consideramos as nous pandemias considérons les aspectos pandémies importantes importantes pour para l'humanité. a humanidade. Dentre esses aspectos, Parmi ces nós podemos aspects, nous dizer pouvons que as dire que les pandemias não pandémies sont são capables capazes de d'éveiller la despertar peur, medo e l'anxiété, ansiedades características delas caractéristiques próprias. qui leur sont Talvez propres. nenhuma outra Peut-être qu'aucune autre ocorrência dentro da situation dans humanidade l'humanité ne possa peut créer despertar autant tanto de medo, peur, tanta angústia, autant tantas d'angoisse, incertezas autant nas pessoas, nas d'incertitudes populações, chez les gens et chez quanto les as populations pandemias. que les Elas pandémies. trazem consigo Elles não portent en só um elles un aspecto aspect histórico historique relacionado a altas relié au taux taxas de élevé de mortalidade. Então, mortalité. quando a humanidade é Donc, quand afetada por uma l'humanité est pandemia, affectée par une às vezes pandémie, milhões de il y a parfois pessoas des têm suas millions de vidas personnes qui perdent leur ceifadas vie, e isso acaba et tendo uma cela finit par repercussão avoir une econômica, uma répercussion économique, repercussão social, sociale, uma repercussão scientifique científica no contexto sur da humanidade. l'humanité. Elas têm ainda, Mais elles portent également en elles, trazendo consigo por en trás plus de cette daquela tragédie tragédia, por trás de la daquelas douleur et situações de de la dor, de difficulté, dificuldade, de grandes grandes conquêtes conquistas científicas, scientifiques pour especialmente na l'humanité, saúde surtout en pública, santé para a publique. humanidade. Então, foi através das C'est grandes par les grandes pandemias que a pandémies humanidade que chegou l'humanité est até o arrivée à ce momento, moment, até o ponto au onde ela se point où elle se encontra trouve aujourd'hui. atualmente. Talvez se nós não tivéssemos Peut-être tido si nous n'avions pas tantas eu toutes epidemias ces e pandemias épidémies et ao longo da pandémies au long de história, nós l'histoire, não tivéssemos nous n'aurions pas progredido progressé em autant du termos point de de vue des conquistas conquêtes de bem-estar e de dans le saúde domaine du pública. bien-être E um et de la outro santé aspecto muito publique. Un importante autre dessas aspect très pandemias important à é que elas signaler estão longe do est fim. qu'elles ne sont pas près Muito de se terminer. provavelmente, Très a pandemia probablement, que estamos la vivendo pandémie do que nous vivons Covid-19 aujourd'hui não será a de la última que nós Covid-19 ne sera pas enfrentaremos. la Na dernière que nous devrons verdade, o ser surmonter. humano acaba En abrindo vérité, espaço para l'être que humain finit novos par ouvrir vírus, un novas espace bactérias permettant à de nouveaux acabem virus et adentrando bactéries d'entrer naquele sistema dans naquele un momento. E foi système assim em à un todas moment as donné. epidemias da C'est humanidade. ainsi pour toutes Nós les abrimos épidémies de nichos, l'humanité. espaços, Nous para ouvrons que des niches, aquele des espaces específico pour permettre micro-organismo à un possa atuar, micro-organisme spécifique desencadeando uma d'agir epidemia, uma et de pandemia. déclencher une Por épidémie ou exemplo, une na época da pandémie. peste Par negra, exemple, as à l'époque de la terríveis peste condições de noire, saúde les pública, terribles o conditions de santé desconhecimento publique, le manque de da teoria connaissance de la microbiológica das microbiologie, doenças, des o maladies, desconhecimento das le manque de teorias de connaissance higiene, des de théories sur limpeza, de l'hygiène et le tratamento da nettoyage água, et le foram traitement de l'eau fundamentais para a ont instalação été da peste negra fondamentales como pour antes da l'éclosion de la cólera, da peste noire, varíola e ainsi que etc. de la E no choléra, momento de la atual, o variole et nosso d'autres. próprio estilo de En ce vida moment, notre propre favorece style de a vie
favorise la dissémination de plusieurs virus respiratoires. Les pandémies liées aux infections pulmonaires causées par un virus. Nous vivons dans un monde globalisé où les distances sont réduites, diminuées, et on arrive à l'autre bout du monde en quelques heures. Nous vivons dans des agglomérations urbaines. Nous vivons dans une société très urbaine où les personnes sont toujours très proches, en contact très intime, fréquent, et cela finit par favoriser la transmission des virus respiratoires. Comme nous pouvons le voir, l'histoire de l'humanité finit par être écrite sur les piliers des pandémies. Elles ont été à l'origine de décisions politiques importantes, de décisions économiques importantes, de décisions sociales importantes. Elles ont influencé l'art, la littérature, la peinture, la société dans sa globalité. C'est pour cela que, dans la première partie de mon exposé, je vais faire une revue historique des principales pandémies, leurs conséquences et leurs conquêtes pour l'humanité. Cette revue historique est basée sur un travail publié par l'Université d'Oxford, qui en fait était la publication d'un livre en 2020 intitulé Epidemics and Society sous les directives du professeur Frank Snowden de l'Université d'Oxford. La matière était utilisée dans une discipline de formation d'universitaires dans cette université. Mais les discussions ont pris une telle ampleur qu'il a été décidé de transcrire cette matière dans un livre publié en 2020. Dans ce livre, il révise non seulement les aspects cliniques de ces maladies qui ont affecté l'humanité, mais aussi leurs impacts sur la société, leur impact social, économique, technologique et scientifique. Pour cela, à partir de maintenant, notre référence pour discuter ce thème sera justement ce livre dont nous suggérons la lecture à tous nos participants, à tous nos auditeurs. Autrefois, les maladies se produisaient et on ignorait pratiquement tout sur elles. On ne savait pas, par exemple, que les maladies infectieuses étaient contagieuses, c'est-à-dire que ces maladies se transmettaient d'une personne à l'autre. Après tout, on ne connaissait pas l'existence des micro-organismes et pour cela même, il était impossible de déduire que ces micro-organismes étaient les agents causaux et qu'ils passaient d'une personne à l'autre, provoquant la maladie. Il y avait même une vision mystique de toutes les maladies, incluant les maladies infectieuses et les épidémies. Cette vision mystique pouvait passer de la superstition au merveilleux. Elle pouvait porter en elle l'idée de l'origine divine ou de l'origine diabolique des maladies. Ainsi, la maladie pouvait être considérée par exemple comme une punition divine pour punir une société ou des personnes données qui avaient un comportement questionnable ou un comportement douteux selon la norme morale en vigueur à l'époque. Il est bien connu dans l'histoire que l'Église jouait un rôle important dans la vie des gens. Elle dictait des normes de conduite qu'une société donnée devait suivre. Il fallait donc s'attendre que si les personnes ne suivaient pas les normes imposées par l'Église, représentante suprême de Dieu sur la terre, c'était comme si ces personnes désobéissaient aux déterminations divines. Dans cette vision d'un Dieu punitif, ces personnes finissaient par être punies et même la société, les communautés, finissaient par être punies pour avoir en elles des personnes qui n'étaient pas en accord avec la vision morale de l'époque. D'un autre côté, il existait aussi une vision diabolique des maladies infectieuses. Cette vision, bien que similaire à celle de l'origine divine des maladies, diffère sur le point suivant. Les personnes touchées étaient celles qui n'avaient pas de mauvais comportement, celles qui avaient un bon comportement, et parce que les personnes qui avaient un mauvais comportement avaient vendu leur âme, leur conscience, aux démons, et ces démons ont fini par les protéger et causer des maladies à leurs adversaires ou ennemis. E esses demônios acabavam protegendo-nas e causando as doenças nos seus desafetos ou nos seus inimigos.
On retrouve de nombreuses représentations de ce type de vision de la maladie dans la culture de l'époque. Dans ce tableau de 1869, par exemple, Jules-Élie Delaunay, peintre français, représente la peste à Rome, et nous voyons qu'un ange du Seigneur frappe à la porte d'une maison habitée par une personne au comportement douteux. Et cet ange apporte un autre représentant du Seigneur qui serait la maladie. Ce représentant essaye d'envahir cette maison et de provoquer la maladie chez cette personne qui a eu cette vie déconnectée de la réalité spirituelle de l'époque, les préceptes de l'Église qui dominaient la vie des gens à cette époque. Et c'était très important. Les gens avaient très peur d'être excommuniés, d'être expulsés de la vie sociale, car cela avait un impact énorme sur la vie des gens. Ainsi, cette peinture dépeint cette origine divine des maladies. D'un autre côté, les origines diaboliques ont longtemps été représentées par ce que les Américains appellent witchcrafting en anglais ou sorcellerie, ce qui serait une chasse aux sorcières. Les personnes qui vendaient leur âme au diable étaient protégées par lui, étaient en fait des personnes qui avaient un comportement que nous pouvons aujourd'hui comparer aux médiums de l'époque. C'est des gens qui faisaient des prédictions, qui avaient une sensibilité aiguë hors de la conscience, et ces gens ont fini par être considérés comme des représentants diaboliques sur Terre. Elles ont été jugées, et pour cela, beaucoup ont perdu leur vie après des procès dans plusieurs tribunaux au long de l'histoire. Et lorsque ces personnes ont été battues et condamnées, et qu'il y avait une pandémie quelque part, le blâme tombait rapidement sur ces personnes et une véritable chasse était organisée contre ces personnes avec des meurtres par centaines, des milliers de ces personnes au long de l'humanité. Ainsi, cette origine diabolique et l'origine divine des maladies ont perturbé pendant de nombreuses années dans le raisonnement de la pensée des gens. Le grand docteur de l'Antiquité, Hippocrate de Cos, a élaboré une théorie sur les maladies dans lesquelles les maladies seraient dues à un déséquilibre entre 4 humeurs qui constituaient l'être humain. Il y avait les humeurs chaudes, les humeurs froides. Les humeurs chaudes étaient le feu et la terre, et les humeurs froides étaient l'air et l'eau. Mais Hippocrate valorisait beaucoup les signes et les symptômes. Il interviewait les personnes essayant de décrire ce qu'elles ressentaient et les signes qu'elles montraient lors d'un examen physique plus détaillé. Puis, il concluait qu'une certaine humeur était en excès ou en défaut chez cette personne, caractérisant un déséquilibre de ses humeurs. Ces idées d'Hippocrate ont prévalu pendant de nombreuses années. Même Claude Galien introduit ces idées d'Hippocrate dans l'Empire romain et les diffuse comme des idées vraies. Ces idées finiront par disparaître bien plus tard. Quand nous parlerons de l'une des plus grandes pandémies de l'humanité, la peste noire, qui a eu une contribution significative à la compréhension de l'origine de ces maladies. C'est précisément par la peste que nous commencerons cette revue historique. Il est impossible de parler des pandémies les plus importantes qui ont affecté l'humanité sans évoquer la peste noire. En fait, c'est la mère de toutes les épidémies, de toutes les pandémies, car aucune maladie n'a autant secoué l'humanité que la peste noire. C'était une très longue pandémie. L'humanité a été touchée par la peste noire entre les années 1300 jusqu'aux années 1800. Des cas ont été signalés bien avant ceci, mais les grandes pandémies de peste noire ont duré plus de 500 ans entre l'an 1300 et l'an 1800. Pour le malheur de l'humanité de cette époque, ou pas, cette pandémie a coïncidé avec des années de nombreuses difficultés dans la production agricole, des années de mauvais temps, des hivers très rigoureux qui ont fini par mener la population à la famine,
à la malnutrition, à des conflits et luttes pour s'alimenter, avec des impôts très élevés prélevés par les législateurs de l'époque. Tout ceci finissait par contribuer au désespoir des personnes liées à la présence de la peste. Lorsqu'elle arrivait dans une ville, la peste décimait une grande partie de la population. Un récit, par exemple, de l'épidémie de peste qui a dévasté la ville italienne de Naples, qui comptait à l'époque plus de 160 000 habitants, affirme que la ville s'est retrouvée avec un peu plus de 20 000 habitants après quelques années d'épidémie de peste. C'était une maladie très virulente et très létale. Plus de 50% des personnes touchées par la peste mouraient. Que signifie une forte virulence? C'est la capacité d'un micro-organisme à provoquer des maladies. Parfois, nous sommes infectés par un micro-organisme, mais il provoque une maladie bénigne ou ne cause aucune maladie. Mais la peste possédait une forte virulence, une grande capacité à rendre un individu malade. Les gens qui tombaient malades mouraient souvent parce qu'elle entraînait une mortalité élevée. De plus, ces symptômes étaient terribles, dégradants. Les gens ressentaient une douleur très intense dans les régions touchées. La peste bubonique, une de ses formes cliniques, provoquait des nodules, des ganglions, des boutons que l'on appelait bubons, d'où le nom de peste bubonique. Ils étaient principalement localisés dans la région cervicale, dans la région axillaire ou dans la région inguinale. Ces bubons se nécrosaient et exhalaient une odeur très caractéristique et très désagréable, de sorte qu'il était socialement très difficile d'être porteur de la peste, car, en plus d'une condamnation à mort quasi certaine, car on méconnaissait l'origine et les traitements de la maladie, l'odeur désagréable a poussé les gens à s'isoler dans leur chambre pour éviter de socialiser. Tout cela a augmenté la violence qui accompagnait l'hystérie collective et la peur. Les gens qui avaient peur ont fini par devenir violents, essayant de répondre à leurs propres besoins et ne respectaient plus les autres. La peste a eu un impact économique très important car elle a touché de nombreux adultes, des jeunes en âge productif. Ainsi, de nombreuses personnes de ce groupe d'âge sont mortes au cours de ces épidémies, provoquant une récession de l'économie car c'étaient des personnes économiquement actives ayant une capacité de travail élevée. Elle a eu un impact social très important justement à cause de la mortalité élevée, entraînant un contrôle très intense de la population à cette époque, ce contrôle venant du nombre de personnes qui finissaient par mourir, contrôlant ainsi la surpopulation ou le développement des populations dans certaines régions. Elle a eu un aspect religieux important car les gens se questionnaient. Pourquoi Dieu a-t-il puni cette société avec cette terrible maladie? Et les enfants innocents? Et les gens qui avaient une vie correcte? Et ceux qui travaillaient et soutenaient la société? Pourquoi ont-ils été punis par cette maladie? Il y eut alors une remise en question des ordres de l'Église catholique qui jusque-là guidaient la vie des gens, et ce fut l'un des motifs, voyez-vous, de la remise en question de ces ordres et de l'apparition des réformes dans le futur. Réforme des règles de l'Église catholique avec l'apparition du protestantisme, par exemple, avec des révisions de ces normes. Voyez l'impact occasionné par la peste avec cet enseignement. La réforme de l'Église catholique et la montée des religions protestantes en partie parce qu'il y avait d'autres facteurs avec la peste. Avec ce questionnement concernant la sagesse et la justice divine. On ne connaissait pas l'origine de la peste, ce par quoi elle était causée. Nous savons aujourd'hui qu'elle est causée par une bactérie appelée Yersinia pestis, qui n'a été découverte qu'au XXe siècle par un disciple de Louis Pasteur.
Ce disciple de Louis Pasteur s'appelait Alexandre Yersin, d'où le nom de cette bactérie Yersinia pestis en 1894. Mais nous savons que cette bactérie se retrouve dans la puce qui infecte les rats. Alors, quand les rats arrivaient dans les villes à l'époque, les gens commençaient à avoir peur. Les rats mouraient en premier, avant les humains, et lorsque les rats commençaient à mourir, les gens savaient que la peste arrivait. Mais l'idée de maladie à l'époque était si limitée que les gens pensaient que le rat mourait en premier parce qu'il dégageait des odeurs de matière en décomposition qui émanaient du sol. Le mauvais air et les miasmes à l'époque, d'où du nom de la malaria, mal-air. Les miasmes toxiques qui provenaient de la dégradation, de la saleté, des déchets organiques, et comme les rats sont inférieurs aux humains, ils sont plus bas, ils aspiraient ces odeurs en premier et donc ils mouraient avant les êtres humains. C'était l'idée que les gens avaient. Il était courant que ces épidémies surgissent de la mer. Les navires accostaient au port et amenaient des rats avec eux qui débarquaient et entraient dans la ville, apportant la peste. Cela causait le désespoir, l'hystérie collective, parce qu'on savait que cette ville était vouée à mourir. Sa population était condamnée à mourir. Girolamo Fracastoro et Athanasius Kircher, deux médecins de cette époque du Moyen-Âge, soupçonnèrent que la maladie se transmettait par contagion de personne à personne et aussi sous sa forme pulmonaire, la forme bubonique, par la piqûre de la puce. Mais la forme pulmonaire n'avait pas d'explication car elle existait par exemple dans les endroits comme le Groenland, la Norvège, l'Islande, des endroits très froids où la puce ne survit pas. On en a donc conclu que la forme pulmonaire devait être transmise de personne à personne par des gouttelettes orales, des gouttelettes liquides par voie respiratoire, et cela a été confirmé plus tard par Louis Pasteur et Robert Koch, un Allemand qui, comme Pasteur, est bien connu en microbiologie. Nous avons deux images des formes cliniques de la peste bubonique qui affecte les ganglions avec les bubons, et la peste pulmonaire qui est si grave que même aujourd'hui, avec l'avènement des antibiotiques, c'est une maladie hautement mortelle et donc à cette époque, la mortalité était très élevée en raison d'un manque total de connaissances. Comme nous l'avons déjà dit au début, les maladies trouvent une niche que l'homme leur a préparée. Les êtres humains ouvrent une brèche et la peste utilise cette brèche qui était la saleté, l'épidémie de rats, le contrôle défaillant des ordures, un environnement extrêmement favorable pour les rats, et ainsi la pandémie finissait par s'installer très facilement et logiquement quand on l'analyse avec les connaissances d'aujourd'hui. La peste a également amené l'idée du médecin de la peste. Ainsi, les gens étaient embauchés pour assister ces personnes malades et ils portaient ces vêtements qui sont les prémices des équipements de protection individuelle. Ils étaient constitués majoritairement de cuir parce que l'on croyait que ces miasmes, que ces mauvais airs ne traversaient pas le cuir. Et dans ce nez allongé, les médecins mettaient diverses herbes, diverses substances aux odeurs agréables et même de la fumée pour que les odeurs, les mauvais airs des maladies n'envahissent pas leurs narines et finissent par les infecter. Ils utilisaient ce bâton pour éloigner les vêtements, ouvrir la chemise des gens et voir s'ils avaient des bubons, s'ils étaient infectés ou même pour voir s'ils étaient vivants lorsqu'ils les trouvaient allongés sur le sol. Et cela pour éviter tout contact physique. Ainsi, à travers l'histoire, nous verrons que la peste a amené cette idée d'équipement de protection individuelle. Elle a apporté l'idée que les maladies infectieuses étaient en fait transmissibles d'une personne à l'autre. Donc, vous voyez quelques-unes des idées que la peste a apportées pour le bénéfice de l'humanité. Les médecins entraient dans les maisons et effectuaient des traitements absolument empiriques et inefficaces, tels que des saignements,
et les personnes qui étaient déjà déshydratées, fiévreuses, sous-alimentées, affaiblies, s'affaiblissaient encore davantage et perdaient la vie avec les traitements exotiques et inefficaces de cette époque. Mais c'était ce qu'on connaissait pour drainer les humeurs hippocratiques, pour drainer les humeurs chaudes, par exemple, le sang qui représentait le feu. Les gens y croyaient, et aujourd'hui il est facile pour nous de critiquer ces traitements avec les connaissances que nous avons. Mais à l'époque c'était une réalité. Donc pas de critique et juste des observations historiques. C'est également à cette époque que les villes ont mis en place des mesures pour lutter contre ce type de maladie. Par exemple, c'est à cette époque de la peste que les comités de santé ont été créés, qui sont aujourd'hui nos commissions de la santé, le ministère de santé, le groupe de personnes chargées de prendre des décisions concernant la santé de la communauté. Donc cette idée de ministère de la santé, commission de la santé, a surgi à ce moment-là. L'isolement des villes apparaît également à cette époque. Lorsque les villes étaient encerclées, elles étaient classées comme pestilentielles. Ces villes étaient alors barricadées et personne ne pouvait ni entrer ni sortir, de sorte que la maladie ne pouvait se propager aux villes voisines. Donc cette idée d'isolement, du fait que la maladie pouvait être transmise d'une personne à une autre, vient de cette époque. Et même l'utilisation de la force militaire. Ces isolements ne pouvaient être percés, les contrevenants pouvaient être tués en violant ces isolements. Cela arrivait souvent, les gens essayaient de forcer ces barricades et perdaient leur vie. C'est aussi à cette époque que surgit l'idée des lazarets que nous voyons sur cette image. Les lazarets étaient des endroits qui pouvaient être un bateau, une île ou même une construction en bord de mer, où les personnes arrivant par mer étaient isolées et mises en quarantaine, qui, comme le nom l'indique, durait 40 jours. Et pourquoi 40 jours? L'explication n'est pas bien connue, mais en vérité, tout dans la Bible est lié à 40 jours. Jésus a passé 40 jours dans le désert, Jésus a passé 40 jours avec les apôtres après la résurrection. Enfin, tout dans la Bible dure environ 40 jours. Et comme la religion avait un impact important à cette époque, on croyait que les gens devaient passer 40 jours dans ces lazarets, ce qui nous amène l'idée de la quarantaine que nous connaissons encore aujourd'hui. Quand l'homme revient de la Lune, il reste 40 jours en isolement de peur d'avoir amené une bactérie extraterrestre sur la Terre. Aujourd'hui, nous utilisons cette expression même si le délai n'est plus de 40 jours. Pour certaines maladies, car nous connaissons mieux les périodes d'incubation, leurs formes cliniques, leurs formes de transmission. De plus, comme nous l'avons dit, la peste a eu une grande influence sur l'art et l'architecture. Plusieurs livres, plusieurs poèmes, Roméo et Juliette de Shakespeare, dépeint la peste. L'œuvre d'Alexandre Gomara dépeint la peste. Donc elle a eu un très grand impact et cela a aussi eu un impact sur la remise en cause de la théorie hippocratique des maladies, des 4 éléments, car les gens ont commencé à se demander comment Hippocrate explique-t-il et justifie-t-il que tant de personnes à la fois aient le même type de déséquilibre des 4 humeurs? Comment est-ce possible? D'où cela vient-il? Ces idées n'avaient plus de sens. Elles ont commencé à être remises en question, puis, avec l'avènement de la médecine française, dans le mouvement hospitalier français, Louis Pasteur, Robert Koch et d'autres vont montrer que les maladies étaient causées par la présence de micro-organismes infectieux et contagieux, et cela a révolutionné l'histoire des maladies infectieuses. La variole est une autre maladie qui a eu un impact très important sur l'humanité. La variole est également une maladie hautement mortelle. Ses formes cliniques peuvent tuer entre 12 et 70% des personnes selon le cas. Sur cette image, vous voyez 2 garçons, l'un qui a été vacciné contre la variole et l'autre qui n'avait pas été vacciné et présente des lésions caractéristiques de la variole. En regardant cette image,
nous pouvons comprendre l'affirmation du Dr Peter Modelwerk que le virus est un morceau d'acide nucléique entouré de mauvaises nouvelles de tous les côtés. C'est une maladie extrêmement déformante avec l'apparition de plusieurs ulcères sur tout le corps, y compris des ulcères buccaux empêchant la personne d'avaler, de boire des liquides. Du coup, les gens se déshydrataient de manière très intense, ils souffraient aussi d'une répression sociale intense car ces blessures causaient des séquelles visibles sur la peau et la personne ainsi marquée montrait qu'elle était une survivante ou une porteuse de la variole. C'est une maladie très contagieuse. Les gens passaient plusieurs jours sans symptômes, mais la transmettaient déjà. Cela a favorisé les épidémies et les pandémies, augmentant la propagation de la maladie. En Europe, cette maladie n'était pas considérée comme un envahisseur externe. C'était une maladie qui existait déjà en Europe et par conséquent elle ne provoquait pas l'hystérie et l'angoisse que la peste provoquait en arrivant dans une ville, auparavant épargnée par la maladie. La variole a existé et coexisté tout au long de l'histoire dans plusieurs villes en même temps. Mais Christophe Colomb a amené cette maladie aux Amériques avec sa flotte, et là, oui, elle peut être considérée comme un envahisseur externe. Elle a provoqué la panique et l'hystérie et elle a décimé la population de l'île où Christophe Colomb était arrivé dans les Caraïbes, dont la population est passée de 1 million d'habitants à environ 15 000 habitants en très peu de temps à cause de la variole. Et voyez comment les maladies infectieuses vont façonner l'histoire. Face à tant de morts, l'armée espagnole de Christophe Colomb a fini par manquer de main-d'œuvre bon marché pour explorer ces îles. Et c'est alors que l'idée est venue de faire venir des Noirs d'Afrique et de les utiliser comme esclaves. C'est donc l'un des facteurs déclenchant le trafic d'esclaves qui a eu un grand impact sur l'histoire de l'humanité au XVe siècle, à la fin du XVe siècle. Ces idées sont apparues à ce moment-là, apportant cette main-d'œuvre bon marché. Mais la variole a eu une autre très grande importance, un gain extraordinaire pour l'humanité. À cette époque, on savait déjà que la maladie ne s'attrapait qu'une seule fois. Ceux qui survivaient à la variole ne contractaient pas la maladie une deuxième fois, mais on ne connaissait pas le mécanisme expliquant cela. Ainsi, au début, les médecins ont commencé à utiliser la pratique de l'inoculation. Des pustules de personnes atteintes par la variole étaient inoculées à d'autres personnes, et ces personnes tombaient malades de la variole et finissaient par contracter une forme bénigne de la maladie. Pourquoi ? Parce que l'on choisissait des personnes atteintes de la forme bénigne de la maladie en supposant que les personnes inoculées allaient tomber légèrement malades, mais ce n'était pas une garantie. Ensuite, les gens tombaient malades, parfois gravement et mourant, mais ceux qui survivaient étaient alors libérés de la maladie. Mais le docteur Edward Jenner, médecin anglais qui travaillait dans la campagne anglaise, a fini par se rendre compte qu'il y avait une autre maladie très similaire, la variole bovine. Et en inoculant la pustule dans l'organisme des gens, ils avaient la variole bovine qui était très similaire à la variole d'origine, mais ils étaient immunisés, protégés. Et c'est de là que naît l'expérience qu'il réalisa sur un garçon nommé James Gibson, où il inocula dans son bras la pustule d'une femme contaminée par les mains, en trayant une vache contaminée. Donc, cette pustule sur la main de cette femme a été utilisée pour en tirer la sécrétion inoculée chez le garçon James Gibson. Il est tombé malade pendant quelques jours, a eu une période fiévreuse, mais une période de récupération ensuite, et a ensuite été exposé à la variole d'origine, la variole agressive, et il n'est pas tombé malade. Ceci nous amène donc à l'idée de la pratique de la vaccination, et ce phénomène est considéré comme le père de la vaccination, celui qui a donné naissance à la vaccination. Et la vaccination, comme nous le savons,
est l'une des plus grandes conquêtes de santé publique que nous ayons dans l'humanité. Les vaccins sauvent des milliers de vies chaque année et cela vient de là. Voici une autre maladie qui a grandement affecté l'Europe, notamment au XIXe siècle. Mais avant de cette autre maladie, je voudrais commenter l'épidémie de fièvre jaune que Napoléon Bonaparte a affrontée sur l'île de Saint-Domingue, dans les Caraïbes. En 1801-1802, Napoléon l'envahit avec une flotte de 75 navires. Il n'y est pas allé personnellement, mais il a envoyé cette flotte dans les Caraïbes pour faire de cette île un avant-poste pour envahir les États-Unis, la région sud des États-Unis qui a une forte influence française. Les États de la Nouvelle-Orléans, Louisiane, de cette région au sud des États-Unis. Ainsi, Napoléon avait l'intention d'envahir l'Amérique et de conquérir les États-Unis. Maintenant, imaginez s'il avait réussi cet exploit, comme le monde serait différent aujourd'hui, comme la souveraineté mondiale serait différente. C'est la même chose que si les Européens n'avaient pas réussi à passer le cap de Bonne-Espérance en Afrique, le monde serait différent aujourd'hui. Il serait sous une domination arabe. Et lorsque Napoléon a envahi cette région vers 1802, ses troupes furent décimées par une épidémie de fièvre jaune. Cette épidémie ne décimait pas la population locale car cette population était majoritairement composée d'esclaves noirs ou de leurs descendants qui avaient déjà une certaine tolérance à cette maladie de l'Afrique et de leurs ancêtres et de leur propre vie dans la région. Mais les troupes napoléoniennes, non, elles n'avaient pas cette résistance. Napoléon est alors contraint de se retirer, de revenir vers l'Europe après avoir perdu la bataille contre les insurgés de la région qui ne voulaient pas être dominés par les Français. Vous voyez donc l'impact de l'épidémie de fièvre jaune sur l'ordre économique et politique mondial. Napoléon tente ensuite d'envahir la Russie vers 1812. Il parcourt une grande distance avec plus de 500 000 hommes qui composaient la soi-disant grande armée napoléonienne, qui décimait tout sur son passage. Après tout, pour soutenir 500 000 hommes, il fallait exploiter la terre en cours de route. Ils ont donc profité des plantations d'agriculteurs locaux, des maisons de ces agriculteurs, de leur nourriture, de leur structure, afin de maintenir l'armée en vie, l'armée active. Pour vous donner une idée, pour traverser le pont d'une rivière en Lituanie, cette armée a mis 3 jours, tant elle était immense. Il n'y avait pas que des soldats, mais toute une équipe de soutien, une équipe logistique, y compris des femmes, qui ont accompagné ce voyage. Et Napoléon avançait vers la Russie, mais il ne trouvait pas l'armée russe qui s'était stratégiquement retirée à Moscou, attirant Napoléon dans une région froide et inhospitalière. Et sur ce chemin, dans cet environnement malsain, voyez à nouveau, nous ouvrons la porte à certains micro-organismes. Dans cet environnement insalubre où 500 000 hommes vivaient en promiscuité, sans hygiène, sans soins pour les ordures, pour les déchets, une épidémie de dysenterie, de diarrhée sanglante, provoquée par la soi-disant Shigella, commença à décimer lentement les troupes napoléoniennes. Lorsqu'il se heurte enfin aux troupes russes, il n'a plus 500 000 hommes. Il a la moitié de cet arsenal, 250 000 hommes, et il est à égalité avec les forces russes. Par la faiblesse, la malnutrition, la fatigue organique, il est alors vaincu et n'atteint pas son objectif d'envahir l'Inde, car c'était là son objectif d'envahir la Russie pour envahir l'Inde, et vous voyez encore comment l'humanité serait différente, comment l'Inde serait différente si cela était arrivé. Et au retour, Napoléon est décimé non seulement par Shigella, mais aussi par le typhus, qui est une bactérie du genre Rickettsia qui était transmise par les poux des humains et qui finit par décimer ses troupes. Des 500 000 hommes qui avaient quitté la France, seulement 15 000 hommes retournèrent vivants en France, anéantis par les maladies infectieuses qu'ils ont rencontrées en cours de route.
L'autre maladie dont je parlais tout à l'heure, le choléra au XIXe siècle, a eu un très grand impact sur l'Europe du XIXe siècle, même à l'époque d'Allan Kardec, codificateur du spiritisme. Le spiritisme, qui est la philosophie sur laquelle l'Association Médico-Spirit Internationale construit ses bases scientifiques. Nous commenterons cela un peu plus tard. Donc, le choléra finit par toucher toute l'Europe. Les gens étaient très déshydratés. C'est une maladie bactérienne causée par un vibrion cholérique qui provoque une diarrhée sévère. Donc, les gens étaient très déshydratés, très abattus, et cela se reflète dans l'art de l'époque comme on le voit dans ces images. La dysenterie, la diarrhée aqueuse est si intense que les gens s'allongeaient sur des lits avec un trou en dessous parce qu'il n'y avait pas le temps de se lever et d'aller aux toilettes. À cette époque, on ne savait pas ce qui causait le choléra ni comment le traiter. On ne savait pas, par exemple, qu'il s'agissait d'une maladie d'origine hydrique transmise par l'eau. On ne savait pas qu'il y avait un micro-organisme impliqué. On ne savait pas que les questions d'hygiène, de traitement de l'eau, d'assainissement de base étaient des questions vitales pour la lutte contre le choléra. On ne savait pas non plus que la réhydratation de ces personnes avec des solutions hypertoniques était essentielle pour les maintenir en vie, ainsi qu'un traitement antibiotique qui n'existait même pas. On ne savait même pas que les micro-organismes existaient. Ainsi, le choléra a grandement affecté l'humanité au XIXe siècle. Ce n'est que grâce aux travaux du médecin anglais John Snow vers 1854, quand il étudie une épidémie de choléra à Londres, et qu'il réussit à démontrer que cette épidémie vient de l'eau, d'une pompe à eau, d'une source d'eau, comme nous le voyons sur cette image située au centre-ville. Il commença alors à cartographier les cas de maladie tout le long de cette pompe à eau et arrive à la conclusion que la maladie est d'origine hydrique. Et il met en place, en collaboration avec la mairie locale, des mesures de traitement d'eau, l'assainissement de base et les mesures d'hygiène afin que les gens cessent de transmettre et d'acquérir cette maladie. Il finit par contrôler cette épidémie avec ces mesures et cela apporte à l'humanité un incroyable bénéfice en assainissement de base, traitement de l'eau et nous apporte également les prémices et les principes de la méthode épidémiologique, des recherches sur les flambées d'épidémies qui sont encore utilisées aujourd'hui pour enquêter sur le cas zéro, le taux de transmission, le mode de transmission, les symptômes d'une nouvelle maladie particulière. Alors voyez quel gain nous avons eu grâce au travail de John Snow et à l'épidémie de choléra. Pour nous aujourd'hui, cela peut sembler très basique, très banal, très simple, mais se remettre dans la situation des gens qui ont vécu à cette époque ces découvertes, c'est formidable. Nous devons à ces personnes la qualité de vie que nous avons aujourd'hui grâce aux réalisations scientifiques et médicales qu'elles ont accomplies à l'époque. Plus tard, toujours au XIXe siècle, la théorie microbiologique des maladies a émergé avec les travaux de Louis Pasteur, Robert Koch en Allemagne et du chirurgien Joseph Lister en Écosse, qui commença à utiliser un antiseptique pour effectuer ses chirurgies, montrant que l'utilisation de cet antiseptique finissait par réduire les taux d'infection des plaies chirurgicales. Les chirurgies qui tuaient beaucoup en raison d'une infection secondaire cessèrent de tuer ou tuaient moins, grâce à cette substance utilisée par le docteur Lister. Il rejoint alors Pasteur et Koch sur l'idée que les micro-organismes, les entités microscopiques étaient responsables de ces maladies et infections. Et là, le monde se divise entre les défenseurs de la théorie des maladies causées par des micro-organismes et les défenseurs de la maladie causée par les miasmes ou d'autres problèmes. Mais nous savons aujourd'hui que la théorie des micro-organismes a vaincu, qu'elle est toujours valable aujourd'hui, et c'est la théorie que nous connaissons. Nous avons encore eu au XXe siècle, déjà dans le XXe siècle, et que nos grands-parents ont probablement vécu, la grande pandémie qui s'est produite en 1918, tuant
plus de 50 millions de personnes. Certaines publications citent jusqu'à 100 millions de personnes. Le grand professeur Euripide Barzanulfo, grand spirit au Brésil, désincarne, victime de cette pandémie dans la ville de Sacramento, dans le Minas Gerais. Nous savons que la pandémie de grippe a amené l'idée du danger que représentent les virus respiratoires pour l'humanité. Non seulement ce virus pandémique de 1918 a été classé comme H1N1, mais d'autres types de virus d'influenza pourraient avoir un impact significatif sur l'humanité en raison de leur facilité de transmission, de leur mortalité élevée et du contexte social dans lequel notre société était structurée. Une société très urbaine, très peuplée, où le virus pouvait facilement être transmis par un contact étroit d'une personne à l'autre. D'où la prudence et la nécessité de mettre en place des mesures préventives contre les virus influenza, avec les vaccins influenza, qui sont toujours utilisés avec beaucoup de succès pour prévenir la maladie causée par ce virus. Et enfin, nous pouvons résumer brièvement tous les bénéfices que ces maladies infectieuses ont apportés à l'humanité. Nous voyons ici une image qui caractérise l'un de ces bénéfices, qui est l'avènement et l'évolution des équipements de protection individuelle. Mais la peste noire nous a apporté les comités de santé, l'isolement des villes, l'idée de quarantaine dans les lazarets, l'utilisation de matériel, d'équipements de protection individuelle, une grande influence sur les arts, la politique et la remise en cause du modèle hippocratique des maladies. La variole a apporté un concept de non-récidive et un concept très important qui était la vaccination. C'est à partir d'elle que sont survenues les études qui ont amélioré les vaccins. Le choléra nous apporte cette idée d'hygiène, l'importance du traitement de l'eau, le grand bénéfice de l'assainissement de base pour l'humanité et l'avènement de la méthode épidémiologique d'investigation des maladies. Et la grande grippe du XXe siècle nous apporte également des bénéfices importants par rapport à la nécessité d'être attentif aux virus respiratoires. De nombreuses autres pandémies ont affecté l'humanité. On peut citer la pandémie de poliomyélite, de tuberculose, la lèpre, la pandémie de rougeole et aussi la pandémie du virus de l'immunodéficience humaine acquise, le HIV, qui est toujours actif aujourd'hui. Mais notre temps est limité et c'est pourquoi nous avons choisi ces pandémies en raison de leur importance dans l'histoire et dans le contexte social et politique, bien que ces autres maladies aient aussi leur importance. Par cette étude, nous avons pu élaborer la théorie des micro-organismes causant les maladies, parvenant à montrer l'importance de l'asepsie et de l'anti-asepsie dans les interventions chirurgicales. Et tout cela finit par déclencher la recherche de substances qui pourraient tuer ou détruire ces micro-organismes responsables de ces maladies, aboutissant à la découverte des antibiotiques, avec les vaccins et l'anesthésie, qui sont peut-être les plus grandes conquêtes pour la santé de l'humanité et sont encore utilisées avec une grande efficacité aujourd'hui. Nous arrivons enfin à la COVID-19, cette maladie causée par le coronavirus, par le virus SARS-CoV-2, qui est le type de coronavirus qui affecte l'humanité en ce moment. Notre génération n'a jamais été confrontée à une pandémie de cette ampleur. Et c'est peut-être pour cette raison que nous sommes si effrayés, agités, inquiets, anxieux, comme pour la peste à l'époque, causant tant d'incertitudes, tant d'hystérie, tant de troubles. Mais avec un regard rétrospectif, nous verrons que l'humanité a toujours été confrontée à des pandémies, à des maladies infectieuses. Notre génération n'en avait pas encore souffert. C'est pourquoi, pour nous, c'est nouveau, quelque chose de nouveau dans cette existence, dans cette vie. Nous connaissions déjà les coronavirus des épisodes précédents, comme cette publication nous le montre. D'autres coronavirus ont provoqué des épidémies mineures en 2002 et 2012. En 2002, nous avions le SARS et le virus s'appelait SARS-CoV. Et en 2012, nous avions le MERS, qui était un autre coronavirus, MERS-CoV. La différence entre le SARS-CoV-2 actuel et le SARS-CoV
et le MERS-CoV est dans leur constitution phylogénétique qui finit par entraîner une différence dans leur capacité à provoquer des maladies et à se transmettre. Vous voyez dans cette image que le SARS-CoV a touché 8000 personnes en juillet 2003 et le MERS-CoV a touché 2500 personnes en janvier 2012. Pour la mortalité de ces maladies, par exemple, le SARS a une mortalité de 9,6% et le MERS un taux de mortalité de 35%, qui est une mortalité élevée. 35% des personnes sont mortes du MERS et 9,6%, donc à peu près 10, pour le SARS. Notre Covid-19, en revanche, a une létalité beaucoup plus faible, mais une contagiosité qui l'a fait rapidement se répandre partout dans le monde. La différence est le nombre de cas, car cette transformation du SARS-CoV-2 en a fait un virus beaucoup plus infectieux, beaucoup plus facile à transmettre. Ainsi, nous voyons que jusqu'à mai 2020, nous avions près de 5 millions de cas confirmés dans le monde. Peu importe que la date soit mai, nous sommes déjà dans la seconde moitié du semestre, cela n'a pas tant d'importance, même si les chiffres sont aujourd'hui beaucoup plus élevés. Ce que je voudrais présenter, c'est simplement la différence dans le nombre de cas, due à la différence de transmissibilité, et c'est pourquoi cela nous a fait très peur. 6% des 5 millions de personnes, cela fait beaucoup de monde dont la vie est menacée. Cette différence de transmission est très bien définie dans plusieurs articles scientifiques comme celui-ci par exemple, qui compare tous les virus type SARS, MERS ou Covid, montrant les caractéristiques microbiologiques de ce nouveau virus comme favorables à sa transmission. Et c'est pourquoi nous sommes confrontés à cette pandémie avec une telle dimension mondiale et avec cet immense nombre de cas. Et que dit le spiritisme sur tout cela? Le spiritisme est une doctrine philosophique, morale et scientifique qui a été codifiée par Allan Kardec en France au XIXe siècle. Allan Kardec a commencé à enquêter sur le phénomène des tables tournantes et a conclu qu'il s'agissait de phénomènes intelligents, qu'il y avait des entités intelligentes derrière ces phénomènes, et évidemment, il a commencé à poser des questions à ces entités à travers des individus sensibles appelés médiums. Et c'est à travers l'universalité de l'enseignement de ces entités intelligentes et extracorporelles qu'il a construit son œuvre avec des conséquences philosophiques, scientifiques et morales. Il posait la même question à différents médiums et la réponse était la même, montrant que ces médiums n'avaient aucun moyen de maîtriser si profondément cette diversité de sujets. Alors évidemment, il a conclu que ce ne sont pas eux qui ont répondu, mais des entités extracorporelles. Il élabore ainsi son œuvre, les 5 livres de base, que nous appelons les livres fondamentaux, où ces idées sont étudiées, défendues et propagées. Dans le premier livre, le livre des esprits, livre de questions et réponses à des entités désincarnées, avec 1019 questions et réponses, Allan Kardec demande à la question 739. Les fléaux destructeurs ont-ils une utilité du point de vue physique malgré les maux qu'ils occasionnent? Et les esprits, les entités ont répondu. Oui, ils changent quelquefois l'état d'une contrée, mais le bien qui en résulte n'est souvent ressenti que par les générations futures. Vous voyez donc ici, nous vivons exactement le bien qui est venu des pandémies précédentes. Nous en savons beaucoup plus sur les maladies infectieuses. Nous les avons en bien moins grande quantité parce que nous avons les connaissances préalables que nous avons décrites dans les diapositives précédentes, l'apprentissage précédent. On peut donc voir la pertinence, la sagesse de cette réponse. À la question 740, il pose la question suivante. Les fléaux ne seraient-ils pas également pour l'homme des épreuves morales qui le mettent aux prises avec les plus dures nécessités?
Les fléaux sont des épreuves qui fournissent à l'homme l'occasion d'exercer son intelligence, de montrer sa patience et sa résignation à la volonté de Dieu, et le mettent à même de déployer ses sentiments d'abnégation, de désintéressement et d'amour du prochain, s'il n'est pas dominé par l'égoïsme. Donc Allan Kardec interroge les esprits et ils disent que ces fléaux, ces pandémies, ces tragédies naturelles ont cette fonction d'apporter à l'homme ce renouveau moral, ce renouveau de solidarité, le souci de l'autre et le développement de l'intelligence, apportant ainsi de grandes réalisations. Voyez comment cette pandémie de la Covid-19, par exemple, permettra de grands gains pour les technologies des vaccins, dans les technologies de ventilation mécanique, dans la technologie des nouveaux équipements de protection individuelle, plus efficaces, plus durables. Elle permettra le développement intellectuel et certainement le développement moral de l'homme grâce à l'entraide. Il est très intéressant de noter que, dans la suite de ces questions, à la question 783 par exemple, il demande « Le perfectionnement de l'humanité suit-il toujours une marche progressive et lente ?» Et les esprits répondent « Il y a le progrès régulier et lent qui résulte de la force des choses, mais quand un peuple n'avance pas assez vite, Dieu lui suscite de temps en autre une secousse physique ou morale qui le transforme. Donc en fait, ces catastrophes et pandémies sont des accélérateurs du développement moral, du développement intellectuel de l'humanité, qui progresse souvent lentement. Et c'est dans cette perspective que nous devons considérer cette pandémie comme une opportunité de développement moral accéléré, d'un développement intellectuel accéléré. Quel est le plus grand obstacle au progrès? Regardez la réponse à cette question 785, l'orgueil et l'égoïsme. Je veux parler du progrès moral car le progrès intellectuel marche toujours. Alors cette pandémie nous apportera certainement le progrès intellectuel avec de grandes réalisations scientifiques qui amélioreront la qualité de vie de l'humanité. Mais le progrès moral souffrira d'un obstacle si l'homme a en lui l'orgueil et l'égoïsme et ne combat pas cet orgueil et cet égoïsme par sa transformation morale. En plus de ces 5 ouvrages de base, Allan Kardec se consacra à la constitution de la collection de la revue Spirit qu'il publiait chaque mois et où il abordait plusieurs sujets liés au spiritisme. Et en 1865, il nous présente le docteur Demeure dans l'édition de mars de cette année-là. C'était un médecin spirit qui, une fois désincarné, est devenu un des protecteurs de la santé d'Allan Kardec afin qu'il puisse achever son travail. Le docteur Demeure nous dit en mars 1865 qu'il était au service de l'esprit de vérité et en novembre 1865, le docteur Demeure nous apportera de grandes considérations dans un article intitulé Spiritisme et choléra, où il parlera de l'épidémie de choléra qui ravagea l'Europe au XIXe siècle et dont nous avons déjà parlé. Et dans cet article, il dira comment le spirit doit se comporter face à une pandémie. Tout d'abord, Allan Kardec met ses propres considérations et ensuite il ajoute un texte psychographié par le docteur Demeure, où le docteur Demeure souligne le besoin absolu de transformation morale de l'esprit, être plus patient, plus tolérant, ne pas garder de rancœur, résoudre ses conflits, être solidaire avec les autres, avec les personnes touchées par l'épidémie et celles qui ont des difficultés morales. Voyez comment le travail d'Allan Kardec est d'actualité. C'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Voilà donc les grands messages que la Covid nous apporte. Comme le dit le docteur Joshua Lederberg, prix Nobel de médecine en 1958, dans la confrontation entre les humains et les micro-organismes, la seule défense dont disposent les humains est leur intelligence. Elle doit s'appliquer au bien collectif. Nous pourrions ajouter à ce discours du docteur Lederberg la capacité de l'être humain à collaborer mutuellement si nous choisissons de suivre cette voie. C'est donc un moment de réflexion d'utiliser l'intelligence et notre potentiel d'intellectualité au profit de nous-mêmes, de la société
contribuant à la transformation de la planète dans son ensemble et faisant un saut dans un monde où des esprits plus heureux, des gens plus charitables et coopératifs vivront. C'est la grande leçon morale que la COVID-19 doit apporter, car comme le disait Allan Kardec dans le livre des esprits, la leçon intellectuelle, elle apportera le progrès intellectuel comme nous l'avons mentionné avec plusieurs exemples. Je vous remercie pour l'opportunité de participer ici avec vous et maintenant je suis disponible pour des commentaires et des questions. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse, que Jésus nous bénisse.